Bonjour et bienvenue au podcast Jason Ergo, le podcast des étudiants en ergothérapie. Nous sommes de retour en force pour une deuxième saison. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Jason Ergo. Aujourd'hui, notre thématique est la réadaptation au travail. Nous sommes accompagnés de deux ergothérapeutes travaillant en clinique privée. D'abord, il y a Sylvie Marchand, copropriétaire d'Aptitude Ergo depuis 8 ans. Elle a débuté sa carrière en psychiatrie, puis a poursuivi en clinique privée et en réadaptation au travail. On est également en présence de Mario de Almeida. Oui. Je vous ai présenté brièvement, mais je vais vous laisser la parole pour plus parler de votre expertise, puis aussi votre intérêt pour le domaine de réadaptation au travail. Je vais peut-être commencer. Là. J'ai terminé mes études à l'Université de Montréal en 1998 et au dernier stage, là, je l'ai fait à Sacré-Cœur, là, donc à la clinique de la main, au centre ergothérapie de la main. J'ai fini le vendredi, là, mon stage, et le lundi, je commençais avec l'équipe. Là, donc, ça a été vraiment super enrichissant là, de travailler avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience aussi. Mm-hmm. Moi, j'étais jeune ergo, je travaillais avec des ergothérapeutes chevronnés là, qui avaient, je pense, celui après moi avait 22 ans d'expérience. Là. Donc, ça a été vraiment super enrichissant. Ils m'ont pris sous leur aile, puis ils m'ont vraiment développé. Là. J'ai beaucoup travaillé aussi pour essayer de rattraper là, en expérience là, ces gens-là. Puis au fur et à mesure là, qu'eux ils sont partis, là, je me suis retrouvé à un moment donné là, le plus ancien là, de l'équipe. Là. Donc, à ce moment-là, on avait vraiment des cas d'orthopédie, de plastie, tout ça, là, très aigu en thérapie de la main. Là, tu nous as dit là, que vous avez déjà eu des gens qui ont parlé de la thérapie de la main. Là, ça ressemble beaucoup à ce qu'Émilie Valois vous a déjà décrit là, au CHUM. Là. Donc, au fur et à mesure là, que je me suis développé à Sacré-Cœur, j'ai aussi pris d'autres rôles, entre autres d'enseignement à l'université. Là. Donc, j'ai enseigné pendant à peu près une dizaine d'années là, à plusieurs cours. Là. Donc, en deuxième année, en troisième année, en quatrième aussi, là, quand la maîtrise a commencé là, au cours de la main. Donc, j'ai vraiment adoré cette expérience-là. J'ai commencé aussi un programme de mentorat à Sacré-Cœur où est-ce que des ergos là, venaient sur place, là, puis on leur apprenait un petit peu là, les rudiments là, de la thérapie de la main là, pendant plusieurs séances. Là. J'ai développé aussi un programme de formation continue là, où est-ce que j'offrais des cours là, autant en thérapie de la main, confection d'orthèse aussi. Là. Donc ça, là, j'ai beaucoup aimé là, cet aspect-là aussi de l'enseignement là, pendant plusieurs années. J'aime beaucoup prendre des stagiaires, donc sur mes 26 ans d'expérience, là, je dirais, là, en ergothérapie. Là, je suis rendu probablement au-dessus d'une trentaine là, de stagiaires, là, principalement troisième et quatrième année là, depuis la maîtrise. J'ai eu des étudiants français aussi, là, ce qui était bien aussi là, d'avoir un petit peu leur point de vue là, sur leur parcours en France. Là. Si je reviens plus au niveau la réadaptation au travail, là, une de mes frustrations à l'hôpital, c'était que je prenais en charge le patient, je les amenais à un niveau là, quand même assez satisfaisant là, pour le retour au travail. Mais il y avait toujours un pourcentage de gens avec qui on devait arrêter les suivis, puis les transférer en clinique privée, où est-ce que là, les ergos en privé pouvaient faire une évaluation de capacité fonctionnelle ou en programme de développement de capacité pour les amener à un niveau, là, je dirais, plus proche là, de leur capacité là, pour le retour au travail. Donc, j'avais cette frustration-là parce que je les amenais peut-être à 60 70 de leur capacité, mais c'était quelqu'un d'autre qui devait poursuivre avec le patient. Donc, je ne voyais jamais l'aboutissement là, du travail là, que j'avais entrepris avec le patient là, initialement. Donc, quand je suis parti au privé, là, initialement, j'ai parti au privé en 2015, donc j'avais ma propre clinique. Et depuis 2020, je suis associé avec Sylvie chez Aptitude Ergo. Donc là, ce que j'aime de mon travail actuel, c'est que je prends le patient au point
1, au point A, et je l'amène vraiment jusqu'à l'intégration au travail. Et on va en parler plus longuement, là, un peu plus tard. Là. Donc, j'ai encore plus de satisfaction, là, je dirais, à mon travail de cette façon-là. Donc, c'est un peu mon parcours. Voilà. Puis, alors, bonjour à tous. Oui, Sylvie Marchand, diplômée de l'université depuis 1992. Donc, j'entame à peu près ma 32e année de carrière en ergothérapie. J'ai commencé effectivement en psychiatrie. J'ai toujours été fascinée par la santé mentale. Et puis, rapidement, dès ma première année de pratique, j'ai bifurqué justement en clinique privée dont parlait Mario, en pratique privée, en réadaptation au travail. Donc, ce fut un énorme défi. Je travaillais également avec des gens très expérimentés et j'ai été parachutée dans l'évaluation des capacités fonctionnelles, le développement des capacités fonctionnelles de travail avec une équipe multidisciplinaire. Il y avait ergothérapie, il y avait kinésiologie, on avait, oui, à l'occasion des services en physiothérapie et en psychologie. Donc, c'était vraiment intéressant, mais il y avait beaucoup de contenu à apprendre, à ce moment-là, de bien maîtriser autant l'anatomie, le corps physique, les évaluations, plus des capacités en tant que telles, bien trianguler les données. Fait qu'il y avait apprendre les tests standardisés aussi qui étaient à utiliser. Donc, il y avait vraiment beaucoup de matière pour une jeune ergo dans ses débuts, mais bien encadrée avec des gens pleins d'expérience. Et j'ai tellement aimé le retour au travail. En fait, moi, je travaillais surtout dans le cadre des programmes justement de développement de capacité de travail. Et j'avais aussi à apprendre également tout le volet évaluation des postes de travail. Donc, comme je vous disais, il y avait quand même beaucoup de matière à intégrer avec, bien sûr, du mentorat. Et puis, rapidement, j'ai tellement aimé l'impact du retour au travail, l'impact qu'on pouvait avoir chez les gens. Évidemment, on sait que le travail, c'est une activité très importante pour tout le monde. La valeur, évidemment, de la sécurité financière pour tout le monde, c'est quelque chose. Puis le sens qu'a le travail pour chaque individu, je trouvais que c'était vraiment valorisant de travailler dans ce domaine-là. Et j'avais aussi un amour pour l'entrepreneuriat. Dès l'université, je savais qu'un jour, j'aurais accès à peut-être de l'entrepreneuriat. Puis j'ai cofondé une première clinique en 1998 où on a justement continué à travailler en réadaptation au travail, en évaluation, développement des capacités également. Donc, j'ai fait ça pendant 17 ans. Puis j'ai continué à ce moment-là peut-être à approfondir ma pratique avec le volet mixte, donc de santé physique et de santé mentale. Puis ce qui m'a toujours intéressée en santé au travail, c'était c'était vraiment presque nécessaire d'avoir une approche holistique. Le travail, c'est tellement important pour les gens, ça peut tellement être anxiogène, fait que ça m'a toujours fascinée de travailler autant l'aspect santé physique que tout le volet santé mentale qui vient nécessairement avec une condition d'arrêt de travail et de toute l'inquiétude si la personne va être en mesure ou non d'y retourner. Fait qu'il y avait vraiment un beau côté santé mentale que j'appréciais beaucoup. Et puis, oui, j'ai cofondé il y a déjà 8 ans une nouvelle clinique avec une grande équipe multidisciplinaire. En fait, on a continué à travailler en réadaptation au travail, notamment avec Mario, mais en ajoutant cette fois-ci une belle grande équipe d'ergothérapeutes qui s'occupe aussi du volet santé mentale, là, qui a pris maintenant la santé mentale et le retour au travail on a pris aussi un grand essor là, dans les 10 dernières années. Fait qu'on voit vraiment, présentement, je vois vraiment une clientèle mixte. Avec une comorbidité, souvent une condition de santé physique avec douleur persistante, mais avec des troubles d'adaptation qui peuvent s'ajouter aussi, ou des conditions d'anxiété, là, des diagnostics d'anxiété. Fait que ma clientèle en réadaptation au travail, donc j'accompagne mes collègues ergo qui s'occupent des évaluations de capacité de travail comme Mario, qui s'occupent aussi souvent de la portion développement des capacités de travail. Puis moi, je suis souvent un ajout à l'équipe
pour soit coordonner tout le volet retour au travail avec les différents acteurs, syndicats, employeurs, et avec on a aussi accès à un ergonome chez nous avec une collaboration avec un ergonome. Donc, mon rôle aujourd'hui est beaucoup d'être à la coordination, négociation des retours au travail. Puis je trouve ça encore tout aussi fascinant. OK. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez un peu aussi abordé ce qui vous motive un peu plus dans le travail. Toi, c'est vraiment, Mario, c'est vraiment de plus voir la finalité qu'ils atteignent un peu le retour. Puis toi, c'est vraiment accompagner puis négocier un bon retour au travail pour ta clientèle. Donc, je trouve ça vraiment bien. Est-ce que vous pourriez décrire un peu plus, ça ressemble à quoi votre quotidien en tant qu'ergothérapeute avec votre clientèle respective? Le quotidien est toujours, je dirais, fait là, de plusieurs imprévus. Là. Donc, on a un horaire. Moi, je vois des patients, je les appelle patients là, parce que j'ai encore ma mentalité là, de l'hôpital, nos clients. Là. Donc, je vois des clients en traitement, là, donc sur place. Donc, je supervise leur programme. Là, j'essaie le plus possible d'ajuster le programme en fonction aussi de l'évolution du patient. Est-ce qu'il y a plus de symptômes une certaine journée? Est-ce qu'il y en a moins, etc.? Donc, est-ce que les activités là, qu'on a trouvées là, pour travailler telle et telle modalité là, qu'on veut, tel objectif là, qu'on veut développer, est-ce que comment c'est facile ou pas? Là? Donc, il y a vraiment toujours un échange avec le patient. C'est vraiment un travail d'équipe. Là. Je me vois en termes de clinicien là, comme un coach, là, quelqu'un qui est là pour supporter je pense que je vais passer de client à patient, là, mais c'est pas grave. Faut me suivre, c'est la même personne. Donc, je me vois vraiment comme un coach qui est là pour encourager là, quand les journées là, sont plus difficiles, quand le client a plus de difficultés, là, des fois, à faire face à ces difficultés. Là, et aussi à pousser, à encourager encore plus, à aller vers l'avant. Donc, soit si on travaille la force, l'endurance, certaines mobilités, là, parce que le client a besoin là, d'un maximum de mobilité de l'épaule, par exemple, ou de force de la main et tout. Là, ma clientèle, principalement, c'est le membre supérieur. Là, donc, pour je dirais la partie là, ou le volet, le traitement de première ligne. Donc, quand on parle de première ligne, c'est vraiment les cas les plus aigus. Là, donc, le client qui a eu un accident peu de temps avant, qui a consulté à l'urgence ou un médecin qui nous a référé et qu'on prend en charge là, en traitement là, de première ligne. Donc, vraiment les cas les plus aigus. On a aussi, dans ma journée, certains clients qui nous sont référés soit par les assureurs, là, donc on a différentes compagnies là, qui font affaire directement avec nous et qui nous réfèrent des gens qui sont en arrêt de travail pour X raisons, là, donc que ce soit un problème d'épaule, un problème de dos, un problème d'une autre partie du corps, et qu'on doit là, prendre en charge là, pour soit faire une évaluation de capacité fonctionnelle. Là, donc, ça arrive dans un cas où le patient a déjà passé par la première ligne, là, donc une série de traitements, là, plus de soins aigus, et qui fait face à un moment donné je dirais, un plateau de récupération. Et là, on se questionne, qu'est-ce qu'on fait avec ce client-là? Donc, est-ce qu'il est en mesure de retourner au travail? Dans ce temps-là, on y va avec quelques indications là, d'assignation temporaire et tout ça. Là, ça, c'est les cas simples. Donc, où est-ce que ça évolue de façon, je dirais, plutôt régulière ou normale. Mais il y a quand même un bon pourcentage de gens qui atteignent un plateau puis que là, ils n'ont pas atteint la capacité ou les capacités là, qu'ils ont besoin pour réaliser les tâches là, de travail qu'ils avaient avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là? Donc, il y a la possibilité d'une évaluation de capacité où est-ce que là, on prend... Je dis souvent aux patients là, qu'on prend une photo de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc, ça peut être dans le but d'évaluer leur capacité par rapport à ce qu'ils auraient eu à faire là, s'ils reprenaient le travail. Donc, ça, c'est une
des possibilités là, d'évaluation de capacité, mais on peut avoir aussi un mandat de soit autant des assureurs que de la CNSST ou de la SAC là, pour évaluer c'est quoi les capacités de cette personne-là. Donc, est-ce que cette personne-là est en mesure de rester assise X temps? Est-ce que cette personne-là est capable de faire du travail répétitif? Est-ce qu'elle est capable de gérer plusieurs tâches en même temps? Là? Donc, que ce soit de mémoire, attention, concentration, mais aussi là, physiquement. Donc, ça, c'est un autre type d'évaluation qui va permettre soit une réorientation dans un autre type d'emploi ou un autre emploi à l'intérieur même de la même compagnie ou du même employeur. Là. Donc, ça, notre travail est super valorisant parce que tout ce qu'on va évaluer, tout ce qu'on va émettre comme recommandation là, va vraiment aider dans le parcours là, de vie professionnelle là, du patient là, qui est devant nous. Là. Donc, ça, c'est pour l'évaluation. Donc, ça m'arrive d'avoir des évaluations comme ça là, au cours de la semaine. Et dans les recommandations qu'on peut faire à partir d'une évaluation de capacité, ça se peut qu'on arrive à la conclusion que cette personne-là, a encore besoin de travailler certains objectifs, mais de façon plus intensive, là, avec une prise en charge d'équipe aussi. Et là, c'est là qu'arrive la possibilité de faire un programme de développement de capacité là, avec ce patient-là. Donc, où est-ce que là, on implique peut-être une kinésiologue ou un psychologue, là, si on voit que la personne a des difficultés, là, je dirais plus du côté santé mentale, mais ce qui arrive le plus souvent là, sur place, là, c'est qu'on va faire appel, là, je dirais, à notre équipe d'ergo en santé mentale. Parce qu'on est chanceux là, sur place. Là. On a quand même une grosse équipe, là, comparativement à certains autres endroits. Là. On a beaucoup d'ergo là, en santé mentale qui peuvent nous aider à prendre en charge cet aspect-là. Soit un petit peu comme Sylvie disait tantôt, là, c'est le patient qui présente des signes de troubles d'adaptation, un stress post-traumatique, là, des fois là, par rapport aux circonstances de l'accident, et qui garde encore certains signes, difficulté à dormir, etc. Accepter ces nouvelles capacités là, ou les incapacités, là, les difficultés qu'ils ont, difficulté à se projeter aussi dans l'avenir, là, à savoir là, où est-ce que je m'en vais, comment... l'humain a besoin de savoir où est-ce qu'il s'en va, puis ça rassure là, au niveau du quotidien. Là. Donc, ces patients-là vivent beaucoup de difficultés autres que la difficulté physique là, de faire telle ou telle tâche. Là. Donc, j'aime beaucoup ça là, de pouvoir travailler avec ces gens-là aussi à l'interne ou à l'externe. Là. Des fois, les patients sont vus par d'autres professionnels dans d'autres cliniques. Donc, j'ai cette partie-là, clinicien, comme je disais, évaluation ou programme là, qui sont en cours ou qu'on commence avec les patients. Mais par mon rôle de senior aussi à la clinique, j'ai un rôle aussi de mentorat envers mes collègues. Là, donc, on discute beaucoup de certains cas un peu plus complexes. Donc, cet aspect-là... Je l'apprécie aussi beaucoup là, parce que je trouve que c'est enrichissant aussi là, d'échanger là, avec mes collègues qui soit des collègues qui sont un petit peu plus jeunes puis qui commencent dans le domaine ou même des collègues qui ont un peu plus d'expérience, mais que moi-même, là, j'ai souvent des cas un petit peu plus complexes ou des combinaisons là, de diagnostics, des fois, qu'on voit moins souvent et qui nous amènent des fois à réfléchir, là, comment on peut mieux aider là, cette personne-là. Donc, j'aime beaucoup là, ce type d'échange-là qu'on peut avoir aussi pour trouver des solutions. Des fois, c'est de trouver une nouvelle orthèse. Des fois, c'est d'avoir juste une nouvelle approche ou une approche différente là, avec la personne. Là. Et mon quotidien à moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui s'apparentent à ce que Mario vient de nous nommer en santé au travail. Moi aussi, je vais intervenir autant en première ligne. Donc, je peux voir les gens comme un peu nommait Mario, là, qui ont une problématique qui commence. On n'est pas nécessairement avec un diagnostic mixte, mais on soupçonne qu'il y a de plus en plus de stress, de plus en plus d'anxiété. Mon rôle est essentiellement à la clinique. Comme je disais, moi, je suis souvent partenaire des
soit des processus de développement encore des capacités de travail si on est en deuxième ligne, ou en première ligne, je peux intervenir pour appuyer les gens qui sont en intervention santé physique en première ligne. Donc, vraiment aider les gens à détecter aussi les obstacles qui sont liés ou qui sont envisagés face au travail. Donc, souvent, mon rôle, ça va être de bien objectiver les capacités un peu que la personne observe. Souvent, je dis à mes travailleurs qui sont justement mes experts de leur travail, je les considère toujours comme experts. Et donc, c'est à eux de me transmettre justement ce qu'ils voient comme éléments facilitants ou comme éléments qui pourraient être des obstacles peut-être modifiables. Donc, j'aide beaucoup avec des consultations, plus en individuel de mon côté, à aider les gens à avoir une direction. Tantôt, Mario disait, puis c'est tout à fait vrai, là, quand les gens se sentent un peu impuissants, perdus dans le processus de réadaptation au travail, c'est très important de les aider à retrouver une ligne directrice. Donc, savoir si on aura éventuellement à faire un choix de retour au travail, peut-être un choix de réorientation professionnelle. Donc, mon rôle consiste souvent à ça. Je suis aussi présente pour animer, générer des réunions, évidemment, au niveau de l'équipe. Donc, d'avoir le discours auprès de l'équipe. Il y a quand même un gros travail d'équipe sur l'équipe à l'interne d'Ergo qui travaille directement sur les capacités, voir le pronostic d'évolution que ces gens-là ont. Puis mon rôle, c'est aussi de jouer ce qu'on appelle le rôle du CORA, du coordonnateur retour au travail, où je vais aussi demander des rencontres de facilitation avec tous les acteurs qui sont impliqués, que ce soit si on parle de la CNESST, un conseiller en réadaptation, peut-être un gestionnaire immédiat qui peut nous donner de l'information sur toutes les possibilités d'accommodement qui seraient liées au travail. Et mon rôle, c'est aussi bien souvent de planifier avec l'équipe ou de rédiger des plans de retour au travail avec de l'adaptation, donc des plans de retour au travail thérapeutiques, avec peut-être une gradation des tâches, donc, on veut vraiment que le retour au travail, pour ma part, rendu en tout cas certainement en deuxième ligne, on veut que ça fasse sens, là. Tantôt, Mario parlait d'affectation ou d'assignation temporaire. Moi, souvent dans les rôles où je me situe, c'est vraiment plus le retour au poste, vraiment aux tâches réelles là, qui m'intéresse le plus. Donc, on va être vraiment dans une espèce de trouver la meilleure gradation possible qui est acceptable aussi pour l'employeur, pour le syndicat. Qui est peut-être parce que toute entreprise, on le règle aussi interne par rapport au retour au travail thérapeutique. Certains vont appuyer des retours thérapeutiques, d'autres aspirent à un retour au travail plus avec une personne qui a presque retrouvé 100% de ses capacités. Donc, quand je parlais tantôt du processus de négociation, il y a vraiment beaucoup de compréhension, de négociation, puis toujours... mon rôle, c'est de rester, puis je le dis d'emblée aux gens, dans une approche de neutralité bienveillante. Je suis jamais de parti pris. Je veux vraiment travailler toujours dans un esprit de collaboration avec l'employeur, avec la CSST, avec tous les acteurs ou le tiers payeur, ça peut être un assureur aussi. Mon rôle, c'est vraiment de mettre tout le monde ensemble avec tout ce qui est possible de chacun de leur côté, puis éduquer aussi, coacher notre travailleur à prendre des décisions éclairées, mais en ayant vraiment tout le contexte qui l'entoure. Pour faire du pouce là, sur ce que Sylvie dit, là, notre rôle comme ergothérapeute là, est super important dans ce processus-là. Là, parce que très souvent, c'est l'ergo qui est la première personne qui a un petit peu tenu en compte là, toutes les facettes là, des gens qui sont autour de la table virtuelle, là, parce qu'on ne se rencontre pas nécessairement. Ces acteurs-là, ils ont chacun des rôles, des responsabilités ou des attentes qui sont différentes là, les uns des autres. Là. Puis nous, très souvent, on est là pour essayer de
faire tomber certains obstacles ou essayer d'aider le travailleur à surmonter certains obstacles pour qu'on puisse le réintégrer au travail. Là. Donc, c'est encore plus valorisant, autant pour le médecin aussi traitant, qui des fois, il est un petit peu pris dans le peu de temps qu'il a à passer avec le client là, pour tout analyser ces facettes-là. Très, très souvent, c'est l'ergo qui a déjà fait un bon travail là, en amont là, et qui va émettre certaines recommandations là, au médecin traitant parce qu'on a déjà discuté avec le conseiller en réadaptation à la CNSST, parce qu'on a déjà parlé peut-être avec l'assureur. Cette personne-là nous donne aussi le feedback de l'employeur et ou du syndicat ou autre. Donc, notre rôle est super important là, dans cette coordination-là. Puis le succès ou non du retour au travail, c'est sûr qu'on a, un rôle prépondérant. Puis de connaître les limites, moi je vous dirais, les capacités et les limites, oui, de notre travailleur, mais de tout ce qui l'entoure. Je pense que c'est très riche, puis ça permet à la personne, encore une fois, qui est au centre, bien sûr, de notre intervention, mais de prendre une décision éclairée. Donc, mon employeur peut m'accommoder ou peut accommoder X, Y tâches. Oui, ça, c'est faisable. Donc, le travailleur peut peut-être même, dans son processus de réadaptation, s'il sait qu'il doit atteindre, par exemple, une capacité fonctionnelle de soulever 20 livres, bien, ça va être motivant pour lui de dire, bien ça, cette capacité-là, on ne peut pas, au niveau d'un retour à son poste usuel, bien, si on ne peut pas atteindre ce niveau-là de capacité, bien, l'employeur ne pourra pas accommoder. Donc, c'est sûr que ça agit aussi sur toute la motivation qu'a le travailleur. Puis c'est sûr que dès le départ, comme j'en parlais un petit peu tantôt, pour moi, le sens du travail pour la personne est vraiment à tenir en compte, ainsi que le sens au travail de cette personne-là. C'est sûr que ça va être des enjeux très motivationnels. Là. Des fois, quelqu'un qui n'aime pas beaucoup son travail, c'est sûr bien qu'on pourrait déployer beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, des fois, on va vraiment encourager plutôt une personne à changer de domaine de travail, toujours en collaboration avec le tiers payeur, mais ça arrive aussi qu'on va écourter le processus de réadaptation au travail si on est plus ou moins captivé par son domaine, son emploi. Mais par rapport à ça aussi, vous parlez souvent du tiers payeur, les assureurs et tout ça. Est-ce que vous voyez une différence dans la réadaptation avec une personne, admettons, qui vient juste en clinique privée sans tiers payeur puis qu'elle veut vraiment la réadaptation versus quelqu'un qui s'est blessé au travail, qui a un tiers payeur derrière puis qui cadre un peu plus le processus de réadaptation? Y a-t-il eu des cas où comme ça vous a vraiment marqué genre la différence entre tout ça? Bien, c'est certain qu'il y a une différence dans la gestion du cas, moi je dirais. Moi, j'avais des idées préconçues là, avant de commencer à travailler avec des patients qui étaient ou des travailleurs là, qui étaient couverts par la CNSST. Puis je pense que dans la population en général, il y a des fois ces idées-là préconçues que quelqu'un qui est couvert par la CNSST, bien, c'est quelqu'un là, qui va étirer la couverture là, ou qui va profiter du système et tout ça. Il y en a des cas comme ça. Là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais dans mon expérience sur 26 ans, c'est 5 c'est 10 gros max, là, dépendamment. Les gens veulent retourner travailler. Les gens ne veulent pas rester à la maison à être payés à rien faire. Les gens sont frustrés des fois de l'évolution lente de leur cas. Puis ça couvre tout le type là, de couverture, là, que ce soit quelqu'un qui vient nous voir et qui a eu un accident chez eux, là, sans couverture là, dans le tiers payeur ou pas. La différence, je dirais, c'est que ça ajoute une personne supplémentaire là, avec qui gérer le dossier. Là. Donc là, on va avoir soit un conseiller chez les assureurs, là, des fois, le titre, c'est un conseiller ou un agent. À la CNSST, c'est les conseillers en réadaptation avec qui on échange le plus. À la SAC, il y a un autre titre, mais c'est le même rôle également. Donc, ces gens-là, bon,
Il y en a qui sont super bons, là. Je ne veux pas dire que tout le monde est là puis qu'ils sont super compétents et tout ça. Tu sais, des fois, on a certaines frustrations parce qu'on veut faire avancer certains dossiers. Puis là, on trouve là, qu'il y a un manque de communication, là, des fois, là, avec ces intervenants-là. Mais dans la grande majorité, ces gens-là veulent aussi que la personne évolue vers un retour au travail et tout ça. Donc, c'est juste que ça vient ajouter un interlocuteur là, supplémentaire là, qu'on n'a pas là, quand on a juste à gérer l'évolution du dossier avec le travailleur, peut-être le médecin de famille, puis l'employeur, là, au sens large. Là, donc, en général, les dossiers se passent quand même assez bien. Là. Moi, je n'ai pas... il y a quelques exceptions, là, mais en général, même si on a l'organisme payeur là, qui est là pour essayer de faire avancer aussi les choses là, avec tous les acteurs. En général, là, ça se passe quand même assez bien là, de ce côté-là, d'après mon expérience. Moi, je dirais, c'est sûr qu'il y a une différence, puis même la littérature le dit aussi, là, le remplacement de revenus, donc les prestations de remplacement de revenus, c'est sûr que ça a un gros impact sur le travailleur, puis la durée de la réadaptation. Il y a plein d'études qui existent. Par exemple, en Australie, si les prestations de remplacement de revenus diminuent après 6 mois d'arrêt de travail, on voit une recrudescence, une augmentation des retours au travail. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas se cacher que l'aspect remplacement de revenus a un impact sur le travailleur, sur justement son sentiment de sécurité financière. Le retour au travail, je trouve qu'avec les assureurs, il y a un cadre qui est différent. On ne protège pas toujours l'emploi propre du travailleur. Donc, après 2 ans, c'est beaucoup plus simple avec l'assureur. L'employé doit prendre la direction. Je retourne à mon emploi propre qui est encore protégé et souvent, sinon, il doit se projeter vers peut-être un tout autre emploi parce que les prestations de remplacement de revenus vont cesser. Fait que je dirais qu'avec un suivi assurance en réadaptation au travail, c'est souvent, il y a un cadre très défini qui oblige en tout cas le travailleur à prendre une décision sur son retour au travail plus rapidement. Puis dans le temps, c'est 24 mois, généralement 2 ans. C'est très encadré pour l'ensemble des assurances collectives. Alors que pour la CNSST, je trouve que quand même le processus est plus long, implique des instances médico-légales comme le bureau d'évaluation médicale qui va très bien en santé physique. Si on se questionne sur est-ce qu'il y a suffisance de traitement, la CSST pourrait choisir de référer à une évaluation du bureau d'évaluation médicale qui va trancher. Mais on se rend compte, en tout cas aujourd'hui, quand on parlait des dossiers mixtes avec comorbidité, pour ce qui est de l'aspect santé mentale, les BEM, les bureaux d'évaluation médicale, peuvent prendre 3 à 4 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose au niveau de la CNESST. Moi, je trouve que souvent, c'est peut-être plus complexe. On doit tenir compte du conseiller en réadaptation. Puis, il n'y a pas une durée comme avec l'assurance collective qui est plus cadrée. Donc, il y a plus de chances, je trouve, des fois en CSST que le processus s'allonge, mais il y a aussi le contexte médical, l'attente de chirurgie. Il y a tous les examens. Les examens, des fois, en CSST, on va attendre alors que souvent, les assureurs vont avoir les moyens, vont être très proactifs, que ce soit on a besoin d'un ajustement, un avis médicamenteux pour la douleur. On peut aller vers des ressources, des infirmières spécialisées qui donnent des avis, des recommandations, une forme d'expertise. On n'a pas accès à tout. C'est plus réglementé, je trouve, avec la CNESST. Et parfois, ça fait que ça prolonge un peu plus le suivi et la réadaptation, pour ma part, là, des travailleurs. Mais on arrive à nos fins également, mais en tout cas, pour ma part, mon expérience, je vois ça parfois un petit peu plus long. Puis on a besoin, justement, de mettre un cadre. Le conseiller en réadaptation de la CSST va vraiment nous aider aussi à mettre un certain cadre au niveau du rétablissement chez le travailleur. Parce que, comme je vous disais, des fois, l'accès aussi au BEM, aux expertises, ça peut être plus long maintenant, post-pandémie. Je ne sais pas ce
qui est arrivé avec tous les médecins suite à la pandémie, mais ils sont plus rares, en tout cas, visiblement, dans notre fonctionnement au Québec. Mais, juste pour donner un exemple, dernièrement, j'ai eu un client là, qui a dû aller à Québec pour avoir son rendez-vous au BEM, là, au Bureau d'évaluation médicale. Là. Donc, il est parti de Montréal avec des douleurs chroniques, la difficulté à voyager, mais il fallait absolument qu'il aille pour ce rendez-vous-là parce que dans la grande région de Montréal, là, ça aurait été... on ne sait pas quand, là, peut-être un an de plus. Là. Et donc, il a dû faire 3 heures d'auto avec 5 arrêts à peu près là, pour prendre se délier les jambes, le dos, la posture et tout ça en auto. Mais c'est des choses que j'ai vues là, dernièrement. Là. Dans les cas complexes aussi, là, tout ce qui est consultation par soit un spécialiste, là, soit, comme je disais, là, les examens, la CNSST ne couvre pas là, les examens au privé. Là. Donc, ça alourdit ou ça prolonge, là, je dirais, les suivis parce qu'on peut faire du surplace des fois pendant 6 mois. On essaie de faire du maintien, mais on n'a pas l'examen radiologique, résonance ou n'importe, là, pas radiologique, là, mais plus résonance magnétique ou scan, qui sont plus longs au public, là, mais on doit attendre que le client puisse avoir accès à ces examens-là pour préciser le diagnostic. Et là, si on voit qu'il y a, par exemple, une déchirure là, ou un problème là, qui est plus d'ordre chirurgical, bien là, il y a une autre liste d'attente là, pour être vu en orthopédie, en plastie ou autre. Donc, ça crée beaucoup de frustration là, chez certains clients. Là, puis, par conséquence aussi, là, le suivi là, qui se prolonge aussi là, de tout ce temps-là. Là. C'est ça, mais c'est sûr que l'avantage de la CNESST, c'est que l'emploi propre est protégé. Donc, pour la personne qui affectionne son milieu de travail, son environnement de travail, donc on n'est pas dans le même contexte comparativement aux assureurs. Fait que oui, ça peut être beaucoup plus long. Ce qui n'est pas toujours... moi, je dis souvent que l'arrêt de travail, les difficultés croient avec l'usage de travail. Mais c'est ça. Au moins, l'emploi propre, si on aime notre travail, il est davantage protégé en durée avec la CSST si on compare à l'assurance collective. Mais vous parliez un peu d'une protection au niveau de l'emploi propre. Je pense aussi que nous, dans nos études, on entend aussi souvent qu'il y a des cas qui vont en cours parce que c'est une question de est-ce qu'il peut retourner au travail, est-ce qu'il ne retourne pas, puis l'employeur qui veut contester puis qui veut tout ça. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'avoir des cas où comme vous alliez en cours pour un peu donner votre expertise sur comment va la réadaptation, puis s'il y a ces capacités-là? Si oui, comment ça s'est passé ou comment est-ce que vous voyez plus le rôle d'ergothérapeute dans ce contexte-là? Moi, je n'ai pas eu à le faire, mais j'ai eu à rédiger des rapports qui ont aidé aux clients à y aller, à essayer d'avoir une entente à l'amiable. Donc, mon rapport a plus servi à l'avocat pour, je dirais, contester telle ou telle décision. Là. Donc, je l'ai vu comme un avantage parce que je ne sais pas jusqu'à quel point là, je serais prêt à faire face aussi à un contre-interrogatoire et tout ça. Là. Mais je connais des ergots qui y vont puis qui ont vraiment développé là, ce côté-là d'expertise médico-légale qui sont qui ont développé là, cette expertise-là là, d'évaluer le client, de bien monter le dossier avec l'avocat aussi, là, selon, je dirais, les examens, les conditions là, que le patient a pu développer au fil du temps et tout ça. Là. Puis, l'évaluer aussi dans le contexte là, des tâches que le client faisait avant ou pas, et tout ça. Là, vraiment le monter et se présenter en cours aussi là, pour défendre un petit peu l'argumentaire là, dans son rapport. Là. Donc, j'ai eu... à l'occasion là, à référer le client là, pour des cas un peu plus complexes parce qu'il y avait plus de contestation aussi. Là. Donc, j'ai eu à guider le client vers ce type d'évaluation-là par des ergots qu'on connaît là, dans le réseau, là, je dirais privé. Là, ça. Donc, c'est des ergots privés là, en général là, qui ont développé cette expertise-là. Et donc, c'est cette personne-là qui a eu à aller en cours, là, vraiment pour documenter encore plus là, les arguments que l'avocat voulait mettre l'avant.
Moi, je suis déjà allée au tribunal du travail, au TAT. Donc, j'ai déjà été mandatée par la CNESST, par les avocats de la CNESST, par exemple, suite à un rapport d'évaluation ou de développement des capacités de travail. Souvent, c'est lié à un employeur qui conteste ou qui veut un partage des coûts avec les diverses conditions. On parlait tantôt de... Il peut y avoir aussi une personne qui a une condition avec des antécédents, par exemple de lombalgie avant l'accident de travail qui a affecté, par exemple, ou qui a généré peut-être une hernie ou une hernie discale, etc. Donc, oui, moi, je suis allée témoigner. Donc, c'est souvent, il y a quand même, j'ai eu aussi des dossiers qui se sont réglés hors cours. Je vous dirais que l'important, c'est un peu, oui, il y a une facette au niveau, on parlait tantôt d'évaluation, développement de capacité de travail, amène un volet un peu plus médico-légal. Donc, on peut être appelé sans trop le savoir sur le coup lorsqu'on travaille avec le dossier. Mais l'employeur, il y a certains employeurs qui ont cette tendance-là à contester. Ça, souvent, je l'explique à mes travailleurs. C'est pas personnel, c'est des fois dans la façon, la procédure de faire de l'employeur, de contester les lésions, de contester l'ensemble du dossier. Comme je vous disais souvent, pour avoir un partage de coûts, parce que c'est des coûts quand même importants, souvent pour un employeur. On peut parler de 2-3 fois le coût des traitements que peuvent recevoir un travailleur qui va être refilé à l'employeur. Fait que c'est sûr que ça peut impacter, bien sûr, l'employeur. Fait que je juge pas personne. Mais oui, en cours, je pense que c'est intéressant, mais d'où l'importance, tantôt je disais, d'une certaine rigueur, de savoir en évaluation de capacité de travail, de bien trianguler ces données, de bâtir son argumentaire sur l'évaluation qu'on fait des capacités. Puis comme Mario disait, il y a vraiment des ergothérapeutes qui se spécialisent en expertise, puis qui, justement, sont là pour faire des fois des contre-expertises, aller à la cour. Mais pour ma part, c'est pas mon domaine de prédilection. Mais ça m'est arrivé d'avoir eu à témoigner sur mes programmes ou sur le résultat de mes programmes. Mais si on a bien fait notre travail, on va simplement témoigner encore une fois de façon neutre les données qu'on a colligées, puis les expliquer. Puis si on comprend bien ce qu'on fait comme travail, ben c'est pas très complexe pour... peut-être un peu plus stressant, mais on fait simplement relater nos observations cliniques puis la triangulation des données qu'on a fait. Là. Fait que si on est solide, ben à la cour, c'est pas très compliqué non plus. Mais comme je disais, il y a quand même beaucoup de cas qui se règlent, que j'ai vu aussi hors cours. Là. Donc, on est souvent mandaté à la cour, mais on n'y va pas toujours. Là. Souvent, une journée ou deux avant la date d'audition, on annule notre... fait que ça, c'est quand même pas désagréable. mais parce qu'il faut se préparer quand même avec les avocats sur les questions qui pourraient être posées. Donc, ça implique quand même à l'ergothérapeute de relire son dossier, parce que c'est souvent des dossiers qu'on a vus il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Des fois, ça peut être très long. Mais voilà, fait que mais c'est pas le volet. Je pense qu'on n'est pas en réadaptation au travail. En tout cas, nous, c'est pas notre champ de pratique là, d'être dans le volet plus expertise. Oui. Alors qu'il y a des ergothérapeutes qui adorent être constamment en cours et jouer ce rôle-là d'expert.